Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sur un air de RH, le rendez-vous des dirigeants et des professionnels RH qui veulent des conseils simples, concrets et immédiatement actionnables pour améliorer leur organisation. Aujourd'hui, dans notre podcast proposé par les éditions de CISO et Culture RH, nous allons parler d'un sujet souvent mal compris et pourtant stratégique pour la performance et surtout la qualité de vie au travail. C'est le handicap, et plus particulièrement le handicap invisible. Diabète, troubles psychiques, maladies chroniques, 80% des handicaps ne se voient pas. Et quand on ne voit pas, on interprète, on juge encore plus, parfois sans le vouloir. Alors pour les collaborateurs concernés, ça peut mener à de l'autocensure, du stress, de la fatigue et donc à des difficultés de performance. Pour l'entreprise, ça représente un risque de désengagement. Mais la bonne nouvelle, car il y en a une, c'est qu'avec des réflexes managériaux adaptés, des pratiques RH solides et une culture d'entreprise réellement inclusive, il est possible de transformer ce sujet sensible en un véritable levier de fidélisation et de qualité de vie au travail. Je suis Pauline Correa et pour en parler, j'accueille à notre micro aujourd'hui Anne Chambron, qui est chargée de la QVCT et référente nationale handicap chez ADP. Ensemble, on va déconstruire les idées reçues, comprendre comment une entreprise peut structurer une politique handicap efficace et surtout identifier des actions prioritaires pour progresser rapidement. Allez, c'est parti! Bonjour Anne! Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de commencer ce podcast par un peu de contextualisation. Alors, les entreprises ont des obligations légales à respecter en matière d'emploi des travailleurs en situation de handicap. Est-ce que vous pouvez nous rappeler lesquelles sont-elles ? Alors oui, en effet Pauline, en France, nous avons une obligation qui s'applique pour les entreprises de plus de 20 collaborateurs, enfin entre 20 et plus. Euh, c'est une obligation d'avoir 6% de taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs total. S'ils n'atteignent pas cet effectif de 6%, les entreprises doivent verser une contribution à l'URSSAF. D'accord. Et est-ce que c'est une obligation d'avoir un référent handicap ? Alors, pour le référent handicap, il y a une obligation, effectivement. Donc là, ça ne touche pas les entreprises de 20 collaborateurs ou plus, mais les entreprises d'au moins 250 salariés. Donc, les entreprises d'au moins 250 salariés sont tenues de désigner un référent handicap qui sera en charge d'accompagner et d'informer les collaborateurs qui le souhaitent. Alors cette obligation-là, elle est depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 qui est applicable depuis 2020. Alors certaines entreprises vont plus loin que les obligations légales de base, comme c'est le cas chez ADP, en mettant par exemple en place des accords handicap. Alors concrètement, à quoi servent ces accords et comment une entreprise peut les mettre en place ? Alors effectivement, Pauline, chez ADP, alors Automatic Data Processing, alors déjà nous avons un référent handicap qui a été nommé depuis 2010, donc en l'occurrence moi-même, et nous avons une politique handicap depuis donc 15 ans. Nous avons signé depuis 15 ans 5 accords handicap, et ces accords handicap, en fait, c'est un dialogue, des discussions avec nos partenaires sociaux. En fait, ce sont des réflexions sur différentes mesures que l'entreprise peut mettre en place en faveur de l'emploi et du maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap. Concrètement, chez nous, on a mis en place un premier accord en 2010 que nous avons renouvelé, alors avec de nouvelles discussions ouvertes avec nos partenaires sociaux en fonction des années d'échéance de nos accords d'entreprise. D'accord. Donc vous venez de nous dire que vous aviez mis en place 5 accords handicap donc signés. Quels axes d'action structurent ces accords ? Alors, notamment dans le dernier accord handicap, il y a 6 mesures qui ont été mises en place. Donc, la première mesure, c'est la mesure d'embauche, donc un engagement de la part d'ADP de comment recruter des personnes en situation de handicap
à l'externe. Ensuite, nous avons l'accueil et l'insertion. Donc, c'est notamment des aménagements de poste, de travail, d'études de poste, de parrainage pour les personnes qui arrivent au sein de notre entreprise, donc pour mieux les accompagner. Également, nous avons une troisième mesure qui est le maintien dans l'emploi. Donc, cette mesure, elle s'adresse aux personnes qui sont déjà dans l'emploi chez ADP, mais qui ont par exemple une nouvelle RQTH et qui ont besoin d'un aménagement de poste, par exemple. Ça peut être un aménagement de poste, euh, par exemple, mobilier. Également, nous avons la mesure de formation. Donc ça, c'est très important, c'est de former notre collectif de travail. La cinquième mesure, pardon, c'est information et sensibilisation. Donc ça passe notamment par des événements de sensibilisation pour informer les personnes sur le handicap de manière générale. Et également, nous avons une dernière mesure qui regroupe notamment des temps partiels, handicap, donc avec un maintien de cotisation retraite à taux plein, par exemple, ou encore des absences rémunérées. Alors, vous avez fait référence à la RQTH, donc je vais le rappeler pour nos auditeurs. La RQTH, c'est la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, chez ADP, vous connaissez d'ailleurs une augmentation de ces RQTH et vous avez également un taux d'emploi de 8,3% des personnes en situation de handicap. Et c'est un chiffre qui est largement supérieur à la moyenne du privé. Alors comment expliquez-vous cette situation, pour ne pas dire cette progression? Alors effectivement, Pauline, la moyenne du privé en France, d'après la DARES, c'est 3,5%. Chez ADP, nous avons effectivement atteint en 2024 8,3%. Alors ce taux, effectivement, qui est au-delà du légal, mais également au-delà de la moyenne en France des entreprises privées, c'est notamment grâce à une politique handicap qui a été menée depuis 15 ans. Donc c'est vrai qu'on parle, nous, de situation de handicap depuis 15 ans chez ADP. On sensibilise notamment les collaborateurs depuis cette date-là. Il y a également des choses concrètes qui ont été mises en place, notamment moi en tant que référente handicap, j'accompagne les collaborateurs dans leur démarche de RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur en situation de handicap, qui parfois peut paraître un petit peu lourd de process. Donc ils se sentent accompagnés, on sensibilise et effectivement les collaborateurs se sentent, je pense, à travers leur déclaration dans une entreprise bienveillante où le handicap n'est pas un sujet, et on va mettre en place concrètement des actions pour que les collaborateurs en situation de handicap se sentent bien dans notre entreprise. Alors vous évoquez, Anne, le cadre d'une entreprise bienveillante. Quelles sont selon vous les principales idées reçues du handicap en entreprise qu'il faudrait absolument déconstruire? Alors déjà, de manière générale, quand on pense à handicap, on voit une personne en fauteuil roulant ou une personne avec une canne, alors que 80% des situations de handicap sont invisibles. On entend invisible, c'est effectivement qu'on ne voit pas. Donc c'est là l'importance vraiment de sensibiliser le collectif. Également, on pense qu'en intégrant une personne en situation de handicap, il peut y avoir peut-être une peur du manager ou du collègue qui va intégrer une personne en situation de handicap, parce que peut-être qu'ils vont se dire « Ah, la personne, on doit l'accompagner, ça nécessite beaucoup de temps pour la former ». Alors qu'une personne en situation de handicap, on la recrute pour quoi? On la recrute pour des compétences. Et effectivement, si la personne a besoin d'aménagement de poste nécessaire, on va mettre en place ces aménagements pour qu'elle ne compense pas par elle-même, mais qu'elle soit correctement intégrée et que le collectif ne soit pas impacté, et que la personne non plus, elle ne soit pas impactée par sa situation de handicap. Donc c'est vraiment important de sensibiliser, également former les managers, mais également
les équipes qui pourraient être amenées à travailler avec des personnes en situation de handicap. Alors, tout à fait, vous parlez du rôle des équipes, mais aussi du manager. C'est là où j'aimerais en venir d'ailleurs avec vous. Quand un salarié en situation de handicap, visible ou invisible d'ailleurs, en parle à son manager, quels sont les bons réflexes à adopter par ce manager? Alors, déjà, il faut le savoir que le collaborateur qui est en situation de handicap n'est pas obligé de manifester sa situation à son manager ou à son équipe. Tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a des aménagements, par exemple, qui sont faits, la personne, elle n'a pas besoin d'un accompagnement forcément, particulier de la part de son manager ou de son équipe. De ce fait, elle n'est pas obligée de le mentionner. Après, si elle en parle, si c'est son choix, d'en parler, hem, le manager doit être vraiment à l'écoute de son collaborateur. Hem, voilà, c'est comme tout collaborateur, l'objectif du manager, c'est que le collaborateur, s'épanouisse pleinement dans son poste et puisse mettre en fait ses compétences, au profit de son entreprise et de son équipe. Et naturellement, hein, s'il y a des sujets quelconques, le manager peut se rapprocher, du service ressources humaines, du référent handicap, hein, parce que le manager n'est pas, expert, hein, par rapport à la situation de handicap, et c'est vraiment l'importance, d'être accompagné, par le service ressources humaines ou le référent handicap. Donc pour résumer, vraiment le rôle du manager, il va davantage être dans, un rôle de bienveillance et d'écoute. Quel est le rôle de l'entreprise? Vous venez d'évoquer le responsable, handicap et les ressources humaines. De leur côté, quels vont être davantage, leurs rôles et leurs actions? Ouais, tout à fait. Le manager, c'est la bienveillance et l'écoute, et je dirais même au-delà du manager, la bienveillance et l'écoute devraient être le rôle de chacun d'entre nous. Par rapport à l'entreprise, nous, notre rôle, et notamment à travers, hein, notre accord handicap, puisqu'on a également, voilà, on s'engage, hein, concrètement à faire des actions, c'est de que chaque collaborateur, puisse bénéficier d'un cadre de travail serein et sain, et qui ne compense pas par lui-même sa situation de handicap. Également, en tant que, voilà, référente handicap, moi, mon rôle, c'est d'accompagner les collaborateurs, qui en ont besoin, que, voilà, ils identifient une personne s'il y a nécessité, hem, pour, l'accompagner, pour mettre des aménagements spécifiques. Et c'est important de dire que le handicap, c'est pas un frein, lorsque justement il y a ces aménagements d'entreprise, hem, pour les collaborateurs concernés. Et justement, quels sont ces principaux, aménagements matériels que, l'entreprise peut mettre en place pour un travailleur en situation de handicap? Alors, les aménagements, c'est assez divers, hein, ça dépend, du métier, ça dépend, voilà, du domaine d'activité, hein, de l'entreprise. Concrètement, chez ADP, on a mis en place, par exemple, généralement, ce sont des aménagements de poste matériels, notamment pour, une personne, par exemple, qui avait, des soucis, de vue. Il fallait l'isoler, des sources, lumineuses telles que, par exemple, les lumières artificielles. On a pu mettre en place, des cloisons, pour son espace de travail. Également, il y a des bureaux assis debout qui sont mis à disposition pour les collaborateurs, qui ont besoin, effectivement, de varier entre la station, assise et la station debout, des sièges ergonomiques, et cetera. Nous avons également mis en place, des accompagnements, spécifiques, par exemple pour des personnes qui avaient des troubles cognitifs. Voilà. Et enfin, alors, peut-être préciser que, nous, dans notre entreprise, nous sommes dans un fonctionnement de télétravail, donc télétravail et présence sur site. De ce fait, les aménagements matériels, sont faits sur site, mais également, au domicile des collaborateurs, afin qu'ils ne compensent pas, par leurs propres moyens. OK. Et du côté des aménagements non matériels, qu'est-ce qui peut exister comme, comme option?
Alors, on a des mesures, notamment, comme je le disais tout à l'heure, nous avons ce qu'on appelle le temps partiel handicap. Voilà, donc ce sont le maintien de cotisation retraite à taux plein. C'est un dispositif qui est intéressant puisque les collaborateurs, parfois, qui sont en situation de handicap, ont besoin d'être à temps partiel par rapport à leur pathologie. Donc, ça ne les impactera pas dans leur cotisation retraite. Également, on a mis en place des absences autorisées et payées pour des examens médicaux. On a mis en place cette mesure parce qu'on s'est rendu compte que des examens médicaux peuvent souvent être pris pendant les horaires de travail. C'est pas forcément simple de les faire en dehors du cadre, des horaires de travail. De ce fait, pour ne pas pénaliser les collaborateurs en situation de handicap, on a mis en place jusqu'à 4 jours d'absence pour les examens médicaux par année civile. Voilà. Au-delà, on a mis aussi en place du télétravail, on a du télétravail de manière générale, mais nous avons également un accord qui prévoit de télétravailler dans le cadre du handicap un peu plus s'il y a une situation qui est nécessaire. Alors clairement, par contre, ces aménagements, ils représentent un coût pour l'entreprise, peut-être plus un investissement, on va dire, mais toutes les entreprises n'ont pas forcément les moyens d'investir dans cette direction. En tout cas, c'est ce qu'elles pensent. Comment est-ce qu'elles peuvent faire, ces organisations qui ont une volonté de placer l'inclusion dans leur stratégie d'entreprise, mais qui ont que peu de moyens? Est-ce que vous avez des conseils à nous partager? Alors effectivement, ça représente un coût pour l'entreprise. Néanmoins, les entreprises qui n'ont pas, par exemple, d'accord handicap comme le nôtre, peuvent être accompagnées par l'AGFIP. C'est l'agence qui accompagne les personnes en situation de handicap. Donc l'AGFIP peut accompagner pour faire des mesures concrètes auprès des entreprises. Voilà, moi, ce que je souhaite dire, c'est que quand même, investir dans le bien-être de tous les collaborateurs, quelle que soit la situation de handicap ou non, ça permet aussi de renforcer en fait l'engagement des collaborateurs et le côté de l'écoute, la bienveillance, ça influence positivement justement l'engagement des collaborateurs. Donc, le renforcement de l'engagement, ça a un impact vraiment positif sur la performance de l'entreprise. Donc, c'est fondamental. Vous avez évoqué aussi un peu plus tôt dans le podcast l'importance de la formation des managers. Mais concrètement, à quoi on doit les former, les managers? Alors, au sein de notre entreprise, on les a formés sur plusieurs aspects. On les a formés déjà sur la non-discrimination à l'embauche. Donc ça, c'est vraiment au sens large. On ne parle pas forcément de la non-discrimination par rapport à la situation de handicap, mais vraiment, c'est au sens large. Également, on les a formés sur comment se positionner quand ils ont une personne en situation de handicap. Alors, ça s'adresse notamment donc, aux managers qui sont concernés par la situation, mais pas que, puisque cette formation, elle est adressée à l'ensemble des managers. Également, on a proposé une formation sur les biais inconscients pour l'ensemble de nos managers. Ok, et donc au-delà des managers, vous l'avez presque évoqué, est-ce que ce serait pas pertinent de former même l'ensemble des collaborateurs? Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu faire chez ADP, puisque nous avions mis en place un e-learning, donc d'une durée de 1 heure, sur différentes thématiques, notamment les différentes formes de situation de handicap, comment travailler avec une personne handicap, les aides externes, les accompagnements possibles, etc. Donc un e-learning qui était complet et qui était adressé à l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, donc l'ensemble des collaborateurs présents ont déjà été formés, mais les nouveaux collaborateurs qui intègrent notre entreprise doivent faire cet e-learning puisqu'il est intégré dans le parcours d'intégration. Ok. Et concrètement, pour donner des pistes réellement actionnables à nos auditeurs,
Qu'est-ce qu'il y a comme ressources RH ou quels dispositifs peuvent être utiles, bons à connaître quand on veut lancer une démarche handicap? On a déjà parlé d'une éventuelle aide financière, mais est-ce qu'il y a aussi des partenaires internes, voire externes à identifier? Alors absolument, Pauline. Déjà, donc, pour les entreprises qui ont un référent handicap, comme je disais tout à l'heure, c'est une obligation légale pour les entreprises de plus de 250 salariés. Donc, le référent handicap, qui est expert sur le sujet du handicap et de l'entreprise. Également, les RRH, s'il n'y a pas forcément de référent handicap, il y a également les RRH. Voilà. Et ensuite, en en dispositif externe, il y a l'AGFIP, comme on en a parlé tout à l'heure, qui peut accompagner donc les entreprises, mais également les collaborateurs. Et également la MDPH, donc la maison départementale des personnes en situation de handicap. La, la sensibilisation, c'est vraiment la mesure qui est fondamentale. Et notamment, en faisant de la sensibilisation, on peut indiquer aux collaborateurs, aux aux managers, quelles sont les personnes à contacter en cas de besoin. Aussi, une, voilà, il y a une collaboration qui est extrêmement importante dans toutes les entreprises, c'est la médecine du travail, parce que effectivement, la médecine du travail connaît la pathologie de la personne, etc. Et la médecine du travail peut accompagner que ce soit les RH, mais également les collaborateurs. En interne, vous avez bien parlé du référent handicap, mais je me demandais aussi si le CSE pardon, avait un rôle particulier à jouer. Alors oui, bien sûr. Alors le CSE reste un interlocuteur essentiel et privilégié avant toute mise en place des mesures handicap dans une entreprise. Absolument. Alors Anne, avant de conclure ce podcast qui avance doucement vers sa fin, j'aimerais qu'on parle de la sensibilisation des équipes qui me paraît essentielle et dont vous avez un peu commencé à parler. Donc quelles actions de sensibilisation, d'après votre expérience, fonctionnent réellement bien aujourd'hui? Alors la sensibilisation qui a bien fonctionné, enfin qui fonctionne le mieux, à mon sens, c'est lorsque les collaborateurs se mettent dans la peau d'une personne en situation de handicap. Donc ça peut passer notamment par des témoignages ou autres actions, mais c'est vraiment se mettre dans la peau d'une situation de handicap parce que quand on n'est pas concerné, on ne s'en rend pas forcément compte. D'accord. Est-ce que vous avez des exemples que vous avez mis par exemple en place? Alors oui, tout à fait, notamment donc durant la SEPH. Alors la SEPH, c'est la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap qui a lieu chaque année en novembre. On a pu notamment, il y a quelques années, en 2023 il me semble, faire un témoignage, donc faire témoigner un athlète paralympique, sur, la performance et l'entreprise. Donc il y a eu ce témoignage, qui était extrêmement intéressant et ensuite les collaborateurs ont pu s'initier, au, para-athlétisme, donc un sport, de haut niveau, en se mettant, dans la peau d'une personne qui était aveugle. Voilà. Ensuite, une autre sensibilisation, qui, a marqué également les esprits, c'est la participation au Duo Day. Donc en fait, ce dispositif est un dispositif qui a été mis en place par l'AGFIP. L'entreprise, peut y participer ou non. Chez ADP, on a fait le choix, de participer donc, cette année, l'année dernière également. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont en situation de handicap, qui ne sont pas, de chez ADP, qui viennent, découvrir le temps d'une journée, hem, le poste le travail, d'un collaborateur, heu, chez ADP. Donc c'est une sorte de vie ma vie, pour, pouvoir avoir un premier pied dans le monde de l'entreprise ou, confirmer un projet professionnel. Et c'est vrai que, effectivement, les collaborateurs, qui participent, mais également les personnes en situation de handicap qui intègrent notre entreprise, voilà, nous rapportent, que, c'est vraiment une journée unique et très enrichissante, pour les 2 parties. Donc il permet bien d'intégrer et de faire participer les collaborateurs. Donc en effet, ce sont des actions très inspirantes. Merci beaucoup de nous les avoir partagées.
Anne, pour conclure ce podcast, si une entreprise veut progresser rapidement, par quoi doit-elle commencer d'après vous? Est-ce que vous avez 2-3 actions prioritaires que vous conseillez de mettre en œuvre? Alors effectivement, je pense que la première, et tout au long de ce podcast, on a pu peut-être l'entendre, c'est la sensibilisation. Pour moi, c'est vraiment le point numéro un. Toute entreprise devrait sensibiliser les collaborateurs. Alors, effectivement, il y en a qui ont des accords, qui ont plus de moyens que d'autres. Néanmoins, la sensibilisation, on peut être accompagné par la GFIP. Notamment, ils peuvent proposer des outils, des ressources pour sensibiliser vraiment les collaborateurs. Également, ce qui est important, c'est le recrutement. Donc le recrutement en interne, mais également en externe. Donc il y a externe en recrutant des personnes et les intégrant dans l'entreprise, mais également le recrutement interne. Donc ça passe notamment grâce à la sensibilisation, donc le point numéro 1, grâce à la sensibilisation, les collaborateurs peuvent se manifester auprès du référent ou des RH comme quoi il a une situation de handicap. Donc ça, c'est le point numéro 2 à mon sens. Et enfin, la troisième action en prioritaire, c'est dès lors que il y a des personnes en situation de handicap, il est important de mettre tout en place pour qu'on puisse les maintenir dans l'emploi. Donc des aménagements de poste, des études de poste, des accompagnements avec des cabinets externes, avec la GFIP. On a de la chance de pouvoir avoir des dispositifs externes, notamment grâce à notamment la GFIP, qui peut accompagner toutes les entreprises. Voilà. D'accord. Alors pour résumer, 3 grands points hyper importants: la sensibilisation, le recrutement d'un référent interne et puis le maintien dans l'emploi finalement. Anne, notre podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour tous vos précieux conseils et pour vos retours d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline. Ce que l'on retient de cet échange, c'est que développer une stratégie handicap doit aller bien au-delà d'une logique de conformité légale. C'est d'abord une question de culture d'entreprise, de bien-être et d'inclusion réelle. Les organisations qui avancent le mieux sur ce sujet sont celles qui s'appuient sur des valeurs humaines fortes, celles qui construisent une politique simple et lisible, qui forment leurs managers, qui nomment un référent handicap qui s'appuie sur les aides existantes et surtout qui déploient une sensibilisation authentique auprès de tous les collaborateurs. C'est cette culture-là qui permet à chacun de partager ses besoins, ses fragilités et ses particularités sans gêne et sans peur d'être jugé. Et c'est là que se joue le vrai point de bascule, créer un environnement où aucun collaborateur n'a à compenser seul ce que l'entreprise peut aménager pour lui. C'est une responsabilité collective, mais c'est avant tout un acte de direction, un choix de société au sein même de l'organisation. Merci encore à Anne Chambron pour ses éclairages concrets et inspirants, et merci à vous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Les équipes des éditions Tissot et de Culture RH vous donnent rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Sur un air de RH. À très bientôt.